Public Sénat, avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, présente Salon ouvert. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat en direct du Salon de l'Agriculture pour la 57e édition de ce salon. Nous sommes ensemble pendant 90 minutes pour parler aujourd'hui de l'avenir de l'agriculture française avec de nombreuses questions qui se posent. Comment attirer les jeunes, comment développer les innovations et les nouvelles technologies agricoles. Et puis il faudra faire face aux aléas climatiques qui frappent en ce moment les agriculteurs. Nous irons également dans les allées du Salon de l'Agriculture retrouver Quentin Calmet qui récolte les témoignages des agriculteurs et des professionnels du secteur. Quentin Calmet qui interroge également les responsables politiques qui parcourent ce salon de l'agriculture. Il était ce matin avec le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume qui parlait du coronavirus et de son impact sur les filières agricoles françaises. On l'écoute. Nous commençons à voir pointer les premières conséquences en termes, vous avez raison, économiques et commerciales, et notamment en termes agricoles, avec le porc, avec le bœuf que nous exportons en Chine et surtout avec le lait. Donc nous avons travaillé avec les filières et nous regardons les choses de près. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez déjà annoncer comment est-ce que vous allez pouvoir soutenir ces filières concrètement? On parle par exemple des problèmes de stockage pour les denrées qui doivent être exportées et qui ne partent pas vers. Non mais pour l'instant il n'y a pas besoin de soutien. Pour l'instant l'objectif c'est que cela puisse partir, c'est qu'on ouvre les portes. Hier j'ai rencontré l'ambassadeur de Chine en France avec lequel j'ai eu un long entretien. Nous avons parlé de ces sujets. Bon, nous regardons comment les choses peuvent se faire en avion, en bateau, en train, je ne sais trop, mais nous voulons vraiment continuer d'ouvrir d'abord parce que la Chine en a besoin. La Chine va avoir un problème de pénurie d'alimentation. La Chine n'est pas autonome alimentairement, contrairement à la France. Et puis secondo, parce que pour nos filières, c'est très important. Voilà pour ces mots de Didier Guillaume sur le coronavirus et son impact sur l'agriculture française. On va en parler. Et tout d'abord, je suis très heureux d'accueillir mes invités sur ce plateau. Avec d'abord Michel Raison, sénateur Les Républicains de Haute-Saône. Bonjour Michel Raison. Également Simon Richard, agriculteur et entrepreneur de la start-up Le Préfabriqué. Bonjour Simon Richard. Merci. Loïc Quélec, vice-président des jeunes agriculteurs. Bonjour. Bonjour. Et enfin Marc Janvier, directeur du lycée agricole Pommerit dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. Bonjour. Bonjour. Alors avant d'évoquer l'avenir de l'agriculture française et notamment la question des jeunes, on va parler du coronavirus. On l'a entendu, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui évoque l'impact de ce coronavirus sur l'agriculture française. Il va être réel, Michel Raison. Évidemment, l'impact se fait déjà sentir sur un certain nombre de productions. Si vous regardez rien que le cours du porc a légèrement baissé, puisqu'on sait que le cours du porc, grâce ou par le malheur de ce qui se passe en Chine, avait beaucoup remonté. Et rien que là, comme on a du mal à exporter, il y a déjà un effet assez important sur le cours du porc qui a à nouveau rebaissé. Donc ce qu'on souhaite, c'est que ce soit le plus provisoire possible et que les instances nationales et internationales trouvent des solutions pour que la circulation des marchandises puisse continuer de se faire normalement. Et on a l'impression que c'est toutes les filières qui vont être frappées par ce coronavirus. Toutes les filières, et évidemment pas qu'agricoles, on le voit bien, que ça a une conséquence économique considérable mondiale. Loïc Quélec, est-ce que parmi les jeunes agriculteurs, déjà on vous alerte sur ces conséquences du coronavirus ? Pour le moment, pas encore, mais effectivement, ça va venir. Ce qui est encourageant, c'est que le ministre a déjà conscience qu'il y a des impacts. Maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est que l'impact ne se fasse pas ressentir jusque dans les exploitations et que les mesures soient mises en place rapidement et de manière très efficace pour justement qu'il n'y ait pas de... les agriculteurs ne soient pas sanctionnés par ce coronavirus. Donc ce qu'il faut, c'est des mesures de soutien financier de l'État aux filières ? Je n'ai pas aujourd'hui la capacité de vous dire ce qu'il faudra. Toujours est-il que des outils existent et il faudra être capable de les mobiliser suffisamment rapidement, justement pour pas que les impacts se fassent sentir sur le terrain. Les exportations également viticoles vers la Chine, le vin français qui se vend plutôt bien en Chine, ça va frapper le secteur viticole ? Alors, bien sûr, viticole aussi, mais pour répondre à votre question, le ministre a plutôt bien répondu tout à l'heure. Avant d'imaginer du soutien financier, il faut surtout du soutien
administratif et diplomatique pour arriver à trouver les meilleures techniques possibles pour refluidifier le marché. Et de toute façon, la Chine ne peut pas se passer de ces produits-là. Alors ce qui est embêtant, c'est que ça peut avoir des effets aussi à moyen terme, parce que si le Chinois se met à baisser sa consommation de porc, par exemple, ou de vin, et se reporter sur une autre consommation, ça peut avoir des effets à plus long terme. Allez, on va maintenant parler du sujet de notre émission, l'avenir de l'agriculture française. Comment donner l'envie aux jeunes de se lancer dans les métiers agricoles. On va d'abord regarder le portrait d'un jeune agriculteur qui s'est lancé dans les Deux-Sèvres. C'est un portrait réalisé par Jonathan Dupriez. Saint-Léger de la Martinière, à 30 km de Niort. C'est ici qu'à 24 ans, Quentin Massonneau a décidé de se lancer. Mickey ? En novembre dernier, le jeune homme investit 37 000 € et devient éleveur d'ovins allaitants. 170 brebis destinées à produire de la viande label rouge, un type d'élevage où, selon lui, l'affect est la clé du succès. Si on n'aime pas nos bêtes, on peut pas le faire. Et je pense que économiquement, ça passera pas. Quentin avait la fibre, grands-parents éleveurs, père et frère céréaliers, mais il est le premier de la lignée à se lancer dans le mouton. Un choix raisonné selon lui, car financièrement moins risqué comparé à d'autres types d'élevage. Et c'était un investissement au départ qui était quand même assez limité, avec un retour sur investissement rapide. Et c'est plus facile à manipuler il y a moins de risques. Je peux rentrer avec sans bâton, il n'y a pas de problème. Qu'avec des bovins, il y a toujours ce problème de sécurité. Alors que l'acquisition du foncier est l'un des freins à l'installation des jeunes, Quentin est lui locataire à la fois des bâtiments, mais aussi de ses 30 hectares de prairies. La qualité de son herbe est un atout pour ses brebis qui y pâtureront bientôt, mais il y a une ombre au tableau. Ce qui me fait peur, c'est l'arrivée du loup là, dans les départements voisins et même sur le département. Bon, c'est encore que passager, je pense, mais si sortir mes brebis, c'est avoir une crainte de les envoyer au casse-pipe, non, c'est... Puis si c'est pour embaucher et voir des brebis éviscérées, pas encore mortes, moi je pourrais pas l'accepter, ça. Au-delà de ces craintes, le plus urgent pour Quentin est de s'assurer une rémunération avec ses brebis, impossible pour le moment. Le jeune éleveur travaille donc ponctuellement en auto-entrepreneur dans la vente de produits pour la santé animale et végétale. Aujourd'hui, heureusement que j'ai mon activité à côté, quoi. Et après, c'est vrai qu'un jeune qui commence, il a des investissements, des remboursements de prêts et tout. Donc bon, une activité extérieure, c'est quand même sécurisant, quoi. Quentin ne veut pas voir trop grand, trop vite, mais fourmille déjà de projets. Il prévoit par exemple de diversifier sa production ou encore de porter son cheptel à 300 bêtes l'été prochain. Il pourrait ainsi se dégager un SMIC grâce à l'élevage. Voilà pour ce sujet de Jonathan Dupriez. Simon Richard, on le voit, il y a à la base une passion qui pousse ce jeune à se lancer et en même temps des inquiétudes rationnelles. Oui. Avec Sony, mon associé, on a l'habitude de rencontrer plein d'agriculteurs en France. Et tous ont un peu la peur de se lancer dans une nouvelle agriculture, un nouveau développement, parce qu'il y a toujours beaucoup de questions en jeu sur le sujet de se lancer, d'évoluer, tout ça. Et du coup, les questions sont grandes et je comprends cet agriculteur qui est obligé de faire un second métier ou quelque chose d'autre pour continuer. Oui, il y a des questions qui se posent, il y a une inquiétude. Marc Janvier, à vos lycéens agricoles, qu'est-ce que vous leur dites justement pour apaiser ces inquiétudes et leur donner envie de se lancer dans les métiers agricoles ? Je leur dis que la France a la chance d'avoir la meilleure agriculture du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est les économistes qui, pour la 3e année consécutive, sur la base de 80 critères qui sont évalués, a mis sur la première marche du podium l'agriculture française comme la plus durable du monde. C'est pas si courant que ça d'avoir un niveau de performance comme celui-là, donc je pense qu'il faut vraiment qu'on relaie ça inlassablement pour vraiment tout simplement témoigner de la réussite de cette agriculture française. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir ici ou là quelques difficultés, mais il y a un tel potentiel aussi de réussite qu'il faudrait quand même équilibrer les discours, équilibrer les images pour qu'on ait une représentation, je pense, plus objective de la réalité.
Vous voyez, on vient d'avoir ce reportage avec Quentin et son témoignage sympathique. Mais qu'est-ce qu'on retient finalement à la fin de ce reportage? Les inquiétudes. Il n'arrive pas à se dégager de revenus et heureusement qu'il a une activité complémentaire et que. Pendant le salon de l'agriculture, moi j'assiste tous les jours à des magnifiques documentaires télévisés qui nous montrent, vous savez, c'est ce qu'on appelle les néo-ruraux là, qui viennent s'occuper d'un hectare ou d'un hectare et demi, faire pousser les légumes. Qui nous témoignent toute leur passion, hein, tout l'enthousiasme qu'ils mettent dans ce changement de vie, que je respecte. Mais on arrive à la fin du reportage et la plupart du temps, ça se termine de la même manière. Je n'arrive pas à me dégager de revenus, ça fait 18 mois que j'y travaille, je fais 70 heures par semaine. J'espère qu'un jour, je pourrai me dégager un revenu. C'est pas ça l'image de l'agriculture française. Donc il faut absolument qu'on corrige ça. Et je lance un appel aux médias, vous en faites partie, vous avez une belle chaîne, je pense qu'il y a la place pour montrer la réalité de la réussite de l'agriculture française. Loïc Quélec, est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème d'image trop négative de l'agriculture française? Et qui pourrait inquiéter les jeunes, du coup? En fait, l'image de l'agriculture, c'est là où c'est un peu ambigu, c'est que les consommateurs et les citoyens français ont une belle image des agriculteurs, ils aiment leurs agriculteurs, mais ils ont un peu peur de leur agriculture. Et effectivement, aujourd'hui, on souffre un peu d'un déficit d'image, d'une part parce que pendant trop longtemps, l'agriculture a laissé la communication et passé à côté de cette démarche-là. Et aujourd'hui, si on peut quelque part féliciter un peu toutes les attaques qu'on a et les remercier, c'est qu'elles nous obligent à le faire. Donc, on a peut-être du retard, on apprend à le faire, on n'est pas forcément tous des très bons communicants, c'est vrai, mais on s'y met et on va le faire et on va s'améliorer là-dedans. Après, ce qui est regrettable, c'est que finalement, quand on regarde même les pourcentages, c'est qu'on entend énormément un très petit nombre de gens, de personnes, qui ont tendance effectivement à taper sur l'agriculture. Alors qu'on en est convaincu, nous, ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'est l'agriculture et de l'image des consommateurs vis-à-vis de l'agriculture. Et quand on voit des témoignages comme celui qu'on vient de voir, on a vraiment un jeune qui est passionné, qui est fier de ce qu'il fait. C'est vraiment ça l'agriculture aujourd'hui en France. C'est des gens qui sont fiers de ce qu'ils font. Tous les agriculteurs sont fiers de ce qu'ils font et ils sont passionnés par leur métier. Alors le défi de l'agriculture française dans les prochaines années, ça va être d'attirer les jeunes et on va voir quelques chiffres sur la jeunesse dans l'agriculture car il y a une petite pénurie quand même de jeunes dans l'agriculture. Avec ces chiffres, regardez, 8,5% des agriculteurs aujourd'hui ont moins de 35 ans et dans les 10 prochaines années, 50% des agriculteurs seront partis à la retraite. Michel Raison, le vrai défi, ça va être d'attirer les jeunes. Alors évidemment que ce défi est important. Il y a eu deux réponses de données. La première, sur la communication, l'image. Ça, c'est extrêmement important. Sur la communication, le déficit qui a eu lieu a quelques excuses. La première, c'est que c'est toujours plus difficile de communiquer, et vous le savez, en tant que journaliste, sur du positif que du négatif. Donc la communication négative, ça marche bien. Deuxième problème, c'est qu'il y a une multitude d'organismes agricoles, soit spécialisés, soit moins spécialisés, soit plus généralistes, et chacun fait sa communication. Alors il faudrait qu'on arrive à regrouper, en lien avec l'enseignement agricole d'ailleurs, une communication globale sur la réalité de ce qu'est l'agriculture. Ensuite, sur la transmission, il y a un gros travail de fait par les organisations agricoles, mais il faut qu'on demande ici aussi publiquement aux cédants. Moi j'ai été un cédant, j'ai été agriculteur. Et si j'ai réussi à transmettre mon exploitation, c'est aussi parce que j'ai fait quelques efforts. Parce que si, moi j'habite pas très loin de la Suisse, si j'avais fait le prix de ma ferme au prix que les Suisses pouvaient l'acheter, évidemment c'était facile. Mais j'ai installé un salarié, mon fils, plusieurs, et il a fallu faire des efforts, parce qu'autrement c'est pas possible. On a la même chose dans le petit commerce. Lorsque le commerçant qui part en retraite veut louer trop cher son local et vendre son fonds trop cher, le commerce tombe. Donc là il y a un effort à faire. Et ensuite, la passion, on l'a vu tout à l'heure, la passion de ce jeune, je suis moins en souci que vous. D'ailleurs, c'est normal qu'il dégage peut-être pas tout à fait un salaire la première année. Mais s'il a la passion, la technique et qu'il arrive à développer son élevage, comme dans d'autres métiers, il faut attendre, c'est même un peu plus long en agriculture, quelques années pour qu'il puisse dégager un résultat. Mais ce que disait le proviseur du lycée agricole, c'est que si on répète aux jeunes que de toute façon ils ne peuvent pas gagner leur vie, on ne va pas les attirer comme ça. Donc il faut aussi qu'on leur montre des exemples d'exploitation qui peuvent faire vivre, elles existent.
Elles existent, mais on sait que c'est plus difficile qu'avant. Et là, je vais peut-être arrêter là parce que d'autres veulent prendre la parole, mais l'enseignement agricole, la recherche agricole a un rôle extrêmement important dans la survie de l'agriculture. C'est-à-dire que quelle que soit la taille de l'agriculteur, de son exploitation, pas la taille de l'agriculteur lui-même, mais la taille de son exploitation, son type de production, on a besoin qu'il soit formé en chef d'entreprise. Même s'il a 20 hectares, 50 vaches allaitantes et 20 brebis, il faut qu'il apprenne à gérer son exploitation. Soit il fait de la vente directe, soit il fait autre chose, mais la gestion financière, économique et technique. Donc je pense qu'on ne fait pas assez de préventif. Et je reparlerai, on aura sûrement à reparler tout à l'heure, de la communication avec Egalim et ces trucs-là. Tout ça, c'est du vent. Ce qu'il faut, c'est... Voilà. Alors on va voir un autre exemple d'agriculteurs passionnés, de jeunes agriculteurs passionnés avec Quentin Calmet dans les allées du Salon de l'Agriculture. Il est avec un jeune agriculteur qui s'est installé dans le Vercors. Oui, bonjour Alex. Effectivement, je me trouve avec Alexis Fanja. Bonjour Alexis. Bonjour. Et on voit, vous êtes installé depuis 2 ans avec ce type de vaches qu'on voit, les Villard de Lans, dans le Vercors. Et alors expliquez-nous, racontez-nous un petit peu. Vous êtes installé il y a 2 ans. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été une décision compliquée pour vous de vous lancer? Alors bonjour, donc moi voilà, je suis installé depuis 2 ans sur la commune de Villard-de-Lans dans le Vercors. Je suis installé avec mon père, on a 45 vaches laitières. On produit 200 000 litres de lait à peu près par an en bio pour la coopérative Vercors-Lait. Donc moi je suis dedans depuis que je suis petit. Donc c'était une évidence pour moi de m'installer. Depuis que je suis petit, j'ai envie de faire ça. Vous le dites, le métier d'agriculteur, même quand on a 26 ans, on se dit c'est un métier d'avenir. Il y a des jours, c'est comme ça, mais oui, on se dit quand même que c'est un métier d'avenir. Chez nous, on a quand même une dynamique qui est assez importante. On a beaucoup de jeunes et on croit en cette agriculture. Et alors justement, vous nous le disiez, eh bien, pour vous installer, vous avez créé une antenne des jeunes agriculteurs dans votre canton. Ça a été une aide précieuse, vous le dites? Oui, on a créé le syndicat des jeunes agriculteurs sur le canton du Vercors en 2016. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même 36 jeunes installés ou en cours d'installation. Et c'est un vrai plus parce que ça permet d'aider les jeunes à s'installer, les aider dans le parcours installation. Parce que c'est pas toujours simple, hein. Des fois on peut être confronté à tout type de choses qui nous freinent. Et d'avoir des gens qui sont déjà installés depuis quelques années comme moi, ça permet d'aider ces jeunes justement à les accompagner. Et alors en un mot, qu'est-ce qui a été le plus dur, vous le dites, depuis votre installation? Et après on pourra aller voir les fromages aussi parce qu'ils nous attendent juste derrière dans le stand, mais en quelques mots? Le plus dur c'est... Je sais pas, il n'y a pas de plus dur. Moi, de me lever le matin, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors on arrive, je vous le disais Alexandre, avec ces bleus du Vercors, ils sont juste là. Parlez-nous rapidement de votre fromage. Eh ben ce fromage, donc c'est un bleu, c'est un bleu doux, c'est un bleu qui est très doux. Pas de persilé, il fait entre 4 kg et 4,5 kg. Voilà, donc là, ce bleu, il est vendu à la coopérative Vercors-Lait. Et ça, c'est du bleu qui est fabriqué directement chez le producteur, du bleu fermier. Bien, très bien. Il ne nous reste plus qu'à le goûter, Alexandre. On va goûter tout de suite et puis je vous en ramène un petit peu aussi en plateau tout à l'heure. Merci. Très bonne dégustation, Quentin. Loïc Quélec, on l'a vu, l'importance de la solidarité entre les jeunes agriculteurs pour bien vivre dans leur métier. Ouais, effectivement, la solidarité, et surtout en agriculture, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et on pourrait pas, enfin, moi, je ne serais pas crédible de dire que je ne crois pas à la solidarité et je ne crois pas en le collectif pour porter des projets, pour être capable, comme l'a dit le jeune, de pouvoir accompagner et défendre un porteur de projet au moment où il s'installe. Et c'est vraiment là tout le cœur de métier de jeune agriculteur, c'est d'accompagner et de faire en sorte qu'un porteur de projet, quand il s'installe, quand il se lance dans l'agriculture, qu'il soit fils d'agriculteur comme c'était le cas là et même le cas d'avant, mais qu'il soit aussi non issu du milieu agricole, et on en a de plus en plus. Et il faut qu'on soit capable aujourd'hui de faire évoluer notre accompagnement pour les accompagner de la meilleure des manières qu'il soit. Et c'est vraiment aujourd'hui nous tout le sens qu'on donne au collectif à jeunes agriculteurs. Simon Richard, est-ce que vous pensez que les jeunes agriculteurs aujourd'hui sont assez bien accompagnés pour commencer leur métier? Oui, je pense qu'ils sont bien accompagnés. Il y a tout un tas de personnes et de gens qui accompagnent. Nous, personnellement, on a été très accompagnés par les chambres d'agriculture et tout l'hackathon qu'ils ont mis en place à Green Startup, qui nous accompagne encore toujours et qui nous aide à nous développer quotidiennement.
Et autrement, je vois énormément de solidarité entre agriculteurs, notamment sur Facebook, sur Twitter, qui créent des énormes groupes, des énormes pages, avec énormément d'échanges et qui avec beaucoup de conseils, beaucoup de bienveillance entre agriculteurs. Et je pense que ça aussi, ça aide certains jeunes à s'installer et à se développer. Marc Janvier, quand vos lycéens agricoles sortent du lycée, ils sont accompagnés pour s'insérer dans la filière ? Oui, je crois qu'on peut vraiment se dire qu'en France, il y a tout un tas de dispositifs qui sont faits quand même pour préparer, accompagner, soutenir, encadrer. Le monde agricole est quand même extrêmement riche de structures d'accompagnement et de soutien. Je pense que ça, c'est quelque chose dont il faut se réjouir chez nous. Maintenant, l'enseignement agricole a une part importante à jouer. Le sénateur avait raison de le souligner tout à l'heure. Moi, je représente un réseau de 200 établissements au niveau national, le Conseil national de l'enseignement agricole privé. On est présent dans toutes les régions, bien sûr, puisque c'est une particularité aussi de l'agriculture, c'est son ancrage territorial, avec toutes les spécificités qu'il peut y avoir. Donc il faut qu'on soit en capacité de préparer dans les meilleures conditions possibles les relais avec toutes ces spécificités régionales. Je pense que l'enseignement agricole en France est vraiment un appareil de formation extrêmement performant. C'est souvent souligné. On a un taux d'insertion, évidemment, qui est le meilleur du système éducatif en France. Il est souvent cité comme modèle par ses innovations pédagogiques. Le ministre actuel de l'Éducation nationale, très souvent, fait référence à l'expérience, justement, de l'enseignement agricole dans sa réussite pédagogique, éducative et d'insertion. Donc je pense qu'il faut aussi mieux faire connaître, sans doute, l'appareil de formation enseignement agricole pour que les familles, pour que les jeunes sachent mieux tout ce qui peut leur être proposé dans nos établissements qui sont dans tous les territoires. Loïc Quélec, on parle souvent dans l'actualité des faibles revenus des agriculteurs. Quand un jeune commence, il a nécessairement des problèmes de revenus ? Disons qu'il y a autant de cas différents que ce qu'il y a de porteurs de projets qui se lancent dans l'agriculture. Donc on ne peut pas généraliser tout ça. En France, l'agriculture elle a la chance d'avoir le dispositif le plus abouti d'accompagnement et d'aide à la création d'entreprises agricoles en Europe, mais même au monde. On a aujourd'hui un dispositif qui est certes peut-être des fois vécu comme lourd, mais qui est très complet et qui aujourd'hui fait ses preuves. Il fait ses preuves parce qu'on a un accompagnement humain qui est important sur la réflexion, sur le fait de prendre du recul sur son projet et de bien le mûrir avant de se lancer, mais aussi parce qu'en complément, on a un accompagnement qui est financier. Donc la plus connue, c'est la dotation jeune agriculteur, qui permet au démarrage et au lancement de l'entreprise d'avoir un fonds de trésorerie. Cette DJA, le versement et l'obtention de cette DJA est versée à l'élaboration d'un plan d'entreprise qui, au bout des 4 ans, montre qu'un jeune va être capable de dégager au minimum un SMIC. On ne lui demande pas forcément la première année, mais nous, on estime qu'à terme, l'agriculture, on le crie de partout, il faut qu'elle soit viable. Donc, quand un jeune s'installe, il faut qu'il soit, au bout des 4 ans, capable de prouver qu'il va gagner ce revenu-là. Voilà. En agriculture, on apprend un peu des fois la patience. Alors, la patience sur un revenu, il faut faire très attention quand on le dit. Mais voilà, tout ne se fait pas de suite. L'agriculture, c'est des cycles qui sont longs. C'est des schémas qui prennent du temps et on ne peut pas tout attendre tout de suite. Et quand on nous dit aujourd'hui il faut évoluer, il faut ci, il faut là, oui, nous on veut le faire, on va le faire. Il faut bien s'imaginer qu'on est sur des cycles qui sont longs, minimum une année. Une année, c'est extrêmement long. Allez, on va voir comment les élus locaux, les collectivités accompagnent les jeunes agriculteurs dans leur installation. On va retrouver Quentin Calmet dans les allées du Salon. Il est avec le sénateur radical du Gers, Raymond Vall. Oui, je suis avec Raymond Vall, le sénateur RDSE du Gers. On est sur le stand de votre département. Parlez-nous d'abord des produits que l'on voit ici. Ce sont des produits qu'on présente chaque année et qui sont un des succès du stand. Ce sont les produits emblématiques du Gers. D'un côté, on a l'Armagnac et d'autre côté, on a le foie gras. Au milieu, on a du vin. Mais l'Armagnac et le foie gras, ce sont évidemment des produits qui sont aujourd'hui... d'abord qui sont dans des productions raisonnables et donc de qualité, avec évidemment cette particularité. L'Armagnac symbolise la Gascogne, et la Gascogne c'est les pays des mousquetaires, c'est-à-dire d'Artagnan. Et quand on veut être mousquetaire, eh bien quand on est élevé à la confrérie des mousquetaires, il faut faire un serment en buvant un verre d'Armagnac.
Et alors, Raymond Val, on le voit, il y a ces produits traditionnels de votre département, mais vous nous le dites aussi, votre département, il évolue vers un autre type d'agriculture, et c'est en cela que, eh bien, il y a des perspectives aussi pour des nouveaux agriculteurs qui s'installeraient sur le département. Absolument. Comme beaucoup d'autres départements, le Gers est en train de faire une mutation, une véritable transition vers le bio, vers l'agroécologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons, en tant qu'élus, dans tous ces départements, les aider en leur facilitant évidemment l'accès aux cantines scolaires et autres. On facilite l'accès aussi à la métropole, par exemple. On a lié des liens contractuels avec la métropole de Toulouse. Et récemment, les producteurs ont pu avoir accès au marché d'intérêt national et présenter gratuitement leurs produits aux restaurateurs, à tous ceux qui viennent acheter aux mines. Et enfin, c'est vrai que grâce au Sénat, en 2014, on a ouvert la possibilité de faire du commerce équitable nord-nord, c'est-à-dire en Europe. Et donc depuis, on a des producteurs qui sont dans une organisation qui s'appelle Paysans d'ici, qui produisent en respectant un cahier des charges, qui fait que leurs produits rentrent dans le réseau de commercialisation du commerce équitable avec une plus-value d'environ 20 ou 30% et une contractualisation qui permette donc à ces jeunes agriculteurs de pouvoir faire face aux aléas quand il y a des années qui sont difficiles. Ils ont la certitude sur 3 ou 4 ans d'avoir un prix qui est garanti. Voilà, merci Raymond Val, on vous a entendu plaider pour les perspectives de l'agriculture dans votre département, le Gers. Merci beaucoup Quentin. Michel Raison, est-ce que c'est aux élus des collectivités d'aider les agriculteurs, les jeunes agriculteurs pour aussi aller dans la transition d'un modèle agricole? Alors, je reviens sur cette transition. Moi, ça m'agace un petit peu quand on dit la transition, il faut changer de modèle. D'abord, vous remarquerez que la ferme France, on en a un exemple là, on ne peut pas en parler en moyenne. Elle est tellement complexe dans la diversité des produits, la diversité de la clientèle, des marchés. Tout le monde ne boit pas du cognac, tout le monde ne mange pas des produits en label rouge ou en AOP parce que ça coûte cher. Donc la ferme France, elle est complexe. Mais la transition, ça fait des décennies qu'elle existe. Si vous prenez le début des lycées agricoles ou le début des installations dans les années 70, si vous regardiez ce qu'on se faisait dans ces années-là, on serait effrayé. Tout ça, ça évolue en permanence et c'est la profession qui a peut-être le fait de plus de transition. Donc quand le discours ambiant, c'est de nous dire vous êtes des abrutis, il faut absolument changer votre modèle, ça m'énerve. Voilà. Donc le modèle, il a changé en permanence et il faut qu'il continue de changer. Sur la partie commerciale, il y a l'addition de niches, de ventes directes, mais l'ensemble des produits, l'ensemble de l'approvisionnement de nos villes françaises, de nos communes, de nos régions françaises et des pays étrangers, parce qu'on est quand même un pays exportateur, ne peut pas non plus se faire que sur les marchés ou que par des niches de vente directe ou que par des produits de luxe. Plus on a de niches, plus on a de produits de luxe, plus on a de haut de gamme, mieux on s'en porte. Mais ne faisons pas croire non plus aux agriculteurs qui vont s'installer qu'ils pourront avoir une clientèle à 100% sur des produits de luxe. Marc Janvier, vos jeunes lycéens agricoles, vous leur parlez d'exportation ou alors de marché local français? Mais les deux. Mais oui, parce que la réalité de l'agriculture française et surtout sa vocation, c'est de répondre à toutes ces demandes-là. La demande locale, bien entendu, elle doit être considérée comme une priorité d'une certaine manière, parce que ce qu'on fait, on doit d'abord le faire pour tous nos concitoyens. Mais évidemment, on a la chance d'avoir un pays qui a un potentiel de production qui va bien au-delà de ce que nous consommons nous-mêmes. Et on aurait tort de se priver aussi de ce potentiel, évidemment, de marché-là. D'autant qu'il y a des régions du monde qui n'ont pas notre chance et qui comptent sur nous aussi pour sécuriser leurs approvisionnements alimentaires. Donc évidemment, on leur parle des deux. Tout ce qui peut être tiré comme valeur ajoutée au travers des circuits courts, du local, etc., et avec des cahiers des charges qualitatifs plus poussés, il faut le faire. Et en même temps, il y a la place aussi, et on doit l'occuper et l'investir pour des marchés internationaux et une compétitivité internationale. C'est indispensable. Voilà, donc il n'y a pas de modèle spécifique qui est défendu dans votre lycée. Non, mais je rejoins encore une fois ce que disait monsieur le sénateur tout de suite. On est sur un continuum d'évolution depuis l'origine. Alors, puisqu'il faut parler de transition agroécologique pour être validé quelque part dans des prises de conscience, etc., ok, on l'assume. Nous-mêmes, enseignement agricole, évidemment, on l'assume complètement. On se déclare acteur principal
de la transition agroécologique, mais dans les faits, c'est évidemment une dynamique qui est en place depuis bien longtemps. Elle s'accélère sans doute à quelques endroits, mais elle fait partie d'un processus d'évolution qui est finalement plutôt naturel, quoi. Très bien, très bien. Loïc Quélec, une question. Est-ce que vous pensez que l'agriculture française va réussir ce défi finalement de repeupler les filières, car 50% des agriculteurs vont partir à la retraite en 10 ans? Bien sûr que j'y crois, sinon je ne serais pas là. Mais il y a un enjeu, effectivement, vous l'avez dit, qui est immense, renouveler la moitié des agriculteurs. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, on est très fort pour accompagner, on est très fort sur le qualitatif, où on a des taux de maintien d'agriculteurs 5 ans après leur installation, quand ils sont passés par le dispositif, qui est de 99%. Donc on est quand même là-dessus, on est vraiment très fort. Là où, par contre, effectivement, on a plus de mal, c'est sur le quantitatif. Et aujourd'hui, on va être à peu près sur un rythme de 25-30 000 départs par an. Et on arrive difficilement à passer les 14 000 installations par an. Donc effectivement, il va nous manquer du monde. Mais j'ai envie de dire, oui, on y croit. Et cet enjeu qu'on a demain, ce défi qu'on a de renouveler la moitié des agriculteurs, il faut aussi qu'on puisse le voir quelque part comme une chance et comme l'opportunité justement pour que cette jeunesse puisse apporter encore une nouvelle vision dans l'agriculture, qu'elle apporte encore une nouvelle approche de l'innovation, une nouvelle peut-être approche et une nouvelle relation au travail aussi. On sait que les agriculteurs qui s'installeront demain ne le feront peut-être plus pour des carrières entières. On va être de plus en plus sur des parties de carrière. Donc il faut aussi qu'on soit capable d'accompagner ce public-là. Et après, pour en revenir tout à l'heure aussi au rôle des élus et notamment locaux, là où ils peuvent et où ils doivent aider les agriculteurs, c'est justement nous accompagner à structurer nos filières pour qu'on puisse déjà nous nourrir les écoles, par exemple, qui sont devant chez nous. Ça, aujourd'hui, on a énormément de mal à le faire. On a des leviers juridiques qui nous bloquent. Moi, j'exporte de la viande, notamment, ça arrive en Turquie. Enfin, c'est pas moi qui l'exporte, mais je sais que j'ai des animaux qui sont partis en Turquie. Et mes voisins, ils mangent de la viande qui vient de l'Amérique du Sud. À un moment donné, il y a quand même quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et c'est aussi le rôle des élus locaux. C'est un combat qu'on mène au travers de l'étiquetage et la voix qu'on a portée pendant la loi Egalim. Aujourd'hui, on attend maintenant que sur le terrain, ça se passe. Nous, on est prêts à travailler, on est prêts à se mettre en ordre de marche, pardon. Mais voilà, il faut aussi que la politique locale nous accompagne là-dedans. Une réaction, Michel Raison? Oui, je voudrais rajouter un petit quelque chose sur la façon dont on peut favoriser l'installation, le revenu et le bien-être psychologique. Souvent, j'ai vu beaucoup de jeunes agriculteurs, ils veulent s'installer pour être libres, donc être seuls. Mais quelques années après, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas libres, mais prisonniers de leur travail. Alors je sais que ça ne se décrète pas. Moi, j'ai été en société aussi, il faut qu'on s'entende, il y a des inconvénients, mais il y a tellement d'avantages, que ce soit en économie d'échelle, que ce soit le partage des moments difficiles, que ce soit la possibilité de partir en vacances, même si on a des organismes comme les services de remplacement, il faut qu'on arrive à encourager les sociétés. Deuxième avantage de la société, quand vous avez le départ d'un associé, c'est quand même plus facile de racheter du capital que de racheter une ferme complète. Et donc même sur le plan financier, c'est beaucoup plus facile. D'où l'intérêt de travailler ensemble. On a parlé des hommes, des jeunes qui vont faire l'agriculture de demain. Parlons maintenant des machines et des nouvelles technologies. Elles feront partie de l'avenir de l'agriculture française et on va faire un gros plan sur une innovation agricole. On va retrouver Quentin Calmet dans les allées du salon. Quentin, vous nous présentez un bras agricole robotisé. Vous êtes sur le stand de l'INRAE. Oui Alexandre, je suis sur le stand de l'INRAE avec Roland Lenain. Bonjour Roland, vous êtes directeur de recherche en robotique et il y a sur votre stand des robots en démonstration. Alors par exemple celui-ci, est-ce que vous pouvez nous le présenter s'il vous plaît ? Alors ce robot, c'est un prototype de recherche qui est composé d'un bras manipulateur et d'une plateforme mobile qui nous permet de développer des comportements en termes robotiques pour que les robots puissent interagir avec la végétation et avec le sol pour pouvoir proposer des robots qui sont capables de s'adapter à l'environnement et développer les principes de l'agroécologie. Donc ce robot, il va pouvoir par exemple cueillir les fruits, mais il va aussi pouvoir analyser ce qu'il y a sur les feuilles pour éventuellement soigner les plantes. Alors ça, c'est des applications possibles. On développe depuis plusieurs années dans notre équipe de recherche en robotique plusieurs développements, comme effectivement une partie de ce travail sur l'estimation, le monitoring de l'environnement. Ça, c'est déjà des applications concrètes qui ont lieu dans les champs.
Ça fait partie des expérimentations qui sont en train de mener pour voir la généralisation possible de ce type de dispositif, mais ça fait partie d'un projet qui est mené avec l'ITB qui s'appelle Phénophol, où on regarde s'il est possible de systématiser la détection des maladies précoces sur les plants de betterave à partir d'images. En fait, si on veut vraiment avoir une agriculture de précision, il faut être capable de détecter précocement les maladies. Ça veut dire aujourd'hui que quelqu'un doit passer dans le champ, regarder toutes les feuilles, ce qui est impossible à faire humainement. Alors, la question de la robotique dans les champs, elle amène à cette interrogation sur est-ce qu'on ne va pas vider nos campagnes de la main-d'œuvre et donc ainsi, comme cela, vider la campagne de sa vie. C'est pas ça aussi le problème avec la robotique ? Je dirais que c'est grâce à la robotique qu'on peut aussi repeupler les zones rurales. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, si on veut développer les principes de l'agroécologie, l'agriculture de précision, ça veut dire beaucoup plus de passages, beaucoup plus de surveillance des cultures. Et ça implique une main-d'œuvre qui est souvent difficile, pénible. Et c'est un problème aujourd'hui, l'attractivité de la main-d'œuvre. Et la robotique, ça permet de pallier à ça. Et ça permet aussi de renforcer l'attractivité parce que ça amène aussi un public plus jeune qui peut s'investir beaucoup plus dans l'entretien des campagnes. Merci Roland. Et le stand de l'INRAE, on peut le découvrir dans le hall 4 du Salon d'agriculture. Merci beaucoup Quentin. On va continuer à parler de prototypes agricoles puisque Simon Richard, avec votre entreprise Le Préfabriqué, vous travaillez également sur un prototype et notamment sur une machine agricole modulable. En quoi ça consiste ? Absolument. Du coup, oui, je travaille sur le projet Le Préfabriqué et en fait, on a rencontré plein d'agriculteurs qui faisaient de l'autoconstruction et ils le faisaient pour 3 raisons. C'était pour réduire le coût d'acquisition d'un matériel, pour avoir un matériel qui réponde vraiment à leurs besoins spécifiques et aussi pour le plaisir de fabriquer, un peu sortir du champ et un peu comme lorsqu'on construit un Lego, on a cette satisfaction d'avoir fait quelque chose. Et partant de ce constat, on a décidé de faire des outils de travail du sol et de semis. Un porte-outil en fait, où on peut mettre une multitude d'outils dessus pour construire, déconstruire, essayer et toujours avoir un matériel qui répond de plus en plus à son type de culture, à son envie, à son projet. Voilà. Merci Simon. Loïc Quélec, on le voit, les nouvelles technologies, les machines vont apporter véritablement des avancées pour les agriculteurs demain. Effectivement, on parle d'agroécologie. L'agroécologie, elle doit se faire avec ce genre d'outils. L'agroécologie, ce n'est pas un retour en arrière. Au contraire, c'est comment est-ce qu'on arrive à valoriser aussi toutes ces innovations comme celles qui ont été présentées, mais c'est aussi à valoriser déjà la créativité et l'imagination qu'il y a déjà sur le terrain, qui est là par les agriculteurs. Il y a énormément de choses qui se font dans les campagnes qu'on ne dit pas assez, qu'on ne montre pas assez, et il faut vraiment qu'on arrive à capitaliser sur tous ces éléments-là pour demain continuer à avancer. Après, dire que l'innovation, les nouvelles technologies vont venir en opposition avec la main-d'œuvre humaine, on va dire, moi je ne pense pas, parce que malgré tout, dans l'agriculture, on aura toujours besoin de l'œil de l'agriculteur et on aura toujours besoin de l'humain pour travailler. Donc aujourd'hui, on a de la pénurie, c'est vrai. C'est d'ailleurs le thème du salon cette année, c'est l'agriculture vous tend les bras. On a une pénurie de chefs d'exploitation, on a une pénurie dans le salariat, dans tout. Et voilà, mais il faut aussi que cet outil-là soit un outil qui nous aide justement à attirer des jeunes, ça a été dit. Et comment est-ce que, voilà, c'est quand même plus attirant de voir des outils comme ça plutôt que de savoir qu'on va aller travailler au soleil avec une bêche. Voilà, très clairement. Marc Janvier, vos élèves, ils sont attirés par ces nouvelles technologies agricoles ? Bien sûr, c'est évidemment un sujet de motivation supplémentaire pour eux, mais ils ont bien conscience du fait qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante de l'évolution du métier. Ça a été dit, pour servir l'agroécologie, on a besoin de s'appuyer sur le numérique au service de l'agriculture. C'est tout ce qu'on décline à travers l'agriculture de précision en particulier. Donc c'est sans doute la première raison d'être sur laquelle on peut appuyer, mais il y en a une deuxième aussi, c'est lié à l'amélioration des conditions de travail. Je pense que c'est essentiel aussi de mesurer qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies sont aussi au service d'une amélioration des conditions de travail en agriculture. Et lorsqu'on entendait tout à l'heure la question posée de savoir si ça ne venait pas concurrencer finalement de la main-d'œuvre, non, pas du tout. Ça vient plutôt suppléer une pénurie de main-d'œuvre et puis ça vient surtout réaliser des opérations qu'aujourd'hui, pratiquement plus personne ne souhaite faire, quoi, hein. Donc je pense qu'il faut vraiment saluer toutes ces avancées-là et se dire que
Je ne vais pas dire qu'on est au début parce que quand même ça fait déjà quelques temps que les choses sont en place, mais on a encore devant nous beaucoup d'innovations à venir. Et par exemple, il y a une formation numérique aujourd'hui pour vos jeunes agriculteurs? Alors il se trouve que dans l'établissement que je dirige, on a créé un module, c'est une chance qu'on a au ministère de l'Agriculture d'avoir des espaces de liberté pédagogique, de créer des modules d'initiative locale. Donc nous on en a créé un, on organise un temps fort professionnel depuis 4 ans qu'on appelle Smart Agri, où on réunit une centaine de professionnels, des startups en particulier, axés sur le numérique au service de l'agriculture. Tout ça pour entretenir cette dynamique et ces centres d'intérêt. Simon Richard, les agriculteurs avec lesquels vous souhaitez travailler, ils sont réceptifs à votre prototype? Oui, beaucoup. Là, on va lancer une grande campagne de tests où, voilà, actuellement, pour vous dire la vérité, on est en train de chercher 3 agriculteurs en France qui seraient capables de tester ce produit, nous faire un retour et toujours aller plus loin. Et pour le moment, on travaille avec l'école Unilassal à Beauvais et le Fab Lab AgriLab qui nous aident sur la construction du produit et tester directement dans leur champ avec leurs étudiants le produit pour toujours être plus près du besoin de l'agriculteur. Michel Raison, ces machines, ces nouvelles technologies, elles peuvent permettre de résoudre les problèmes actuels des agriculteurs? Alors surtout, ce qu'il faut, c'est que il faut qu'il y ait un objectif. Le jour où vous créez une nouvelle technologie, il faut qu'il y ait un objectif d'amélioration, soit de productivité, soit de confort du travail. Si vous créez des choses nouvelles pour que ça apporte des inconvénients, ce n'est pas la peine. Il y a un bel exemple de technologie qui peut être mis en cause par certains. Il y a des adeptes, il y en a qui ne sont pas adeptes. C'est le robot de traite. Le robot de traite n'a pas supprimé un seul emploi, il en a peut-être même un peu créé dans la maintenance, mais il a surtout donné du confort dans le travail, de la souplesse dans le travail et de la productivité. Parce que la vache, elle traite 3 fois par jour, donc elle produit plus, elle est beaucoup plus calme, et on arrive même avec les robots. Les robots ont fait un bond en avant extraordinaire. Les robots d'il y a 10 ans, c'était quand même moyen. Aujourd'hui, vous avez des robots qui arrivent à surveiller quartier par quartier la qualité du lait de la vache, la mamite, le tout. C'est assez extraordinaire. Et on ne peut même pas le faire sans robot. C'est beaucoup plus performant. On a plein d'autres exemples. Il y a des exemples plus simples. Dans la machinerie agricole classique, un GPS sur un tracteur, aujourd'hui, ça se démocratise. Au début, c'était très cher. Ça coûte encore assez cher quand même. Mais ça se démocratise. Ça vous permet de ne pas faire de croisement avec vos appareils, que ce soit de traitement ou d'appareils du sol. Donc forcément, beaucoup plus écologique, parce qu'on mange moins de carburant, on ne fait pas de doublons en matière de produits de traitement, on travaille beaucoup mieux le sol, donc il y a plein d'avantages dans les améliorations. Il y a plein d'avantages, mais j'imagine que ces nouvelles technologies, ça coûte de l'argent, des investissements. C'est pour ça qu'il faut que la productivité aille avec. Si vous investissez dans un GPS, il y en a quand même pour 10 000 € en gros, hein. Mais il faut que vous fassiez le calcul en fonction de votre surface ou alors en CUMA, parce qu'on a plein d'outils en agriculture qui nous permettent de pouvoir valoriser les outils. Qu'est-ce que c'est une CUMA? Les CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Ça a été inventé en agriculture il y a très longtemps. Ça permet de faire des économies considérables en matière d'amortissement de matériel. Mais ça va au-delà. Une CUMA qui marche bien, on a aussi des échanges techniques, technologiques. Il y a un lien qui se crée entre les agriculteurs. Et si vous investissez dans un GPS, vous faites quand même une simulation. Vous ne faites pas que pour vous faire plaisir. Mais si vous économisez, vous êtes obligé, avec un outil assez large, de faire des croisements ou des manques. Vous en ferez peu. Vous économiserez des produits, du carburant, des pneus, du temps de travail, et forcément, vous allez le rentabiliser. Et puis pour se convertir à ces nouvelles technologies, là encore, ça demande un accompagnement, Loïc Quélec. Effectivement, oui. Toute chose qui est nouvelle nécessite d'appréhender le fonctionnement. Alors, je vais revenir quand même sur l'avantage aussi du collectif, justement, sur des outils comme ça. C'est que justement, chacun peut échanger son expérience autour de l'utilisation de cet outil-là. Et la formation, elle se fait quelque part un peu en interne. Après, il y a plusieurs étapes pour la formation, et dans tous les secteurs et en agriculture aussi. C'est déjà la formation initiale, c'est comment est-ce que cette formation au début peut nous permettre déjà d'appréhender et de connaître ces outils-là. C'est peut-être pas à elle de nous apprendre à les utiliser, mais elle doit au moins nous ouvrir les yeux sur ce qui existe. Après, chaque constructeur de machines, qu'elles soient innovantes ou moins, a aussi les compétences pour expliquer à l'utilisateur comment fonctionne sa machine et l'intérêt qu'il peut y avoir. Et après, derrière, c'est comment est-ce que l'agriculteur, ça c'est important aussi, tout au long de sa carrière, va continuer à se former justement à tous ces mécanismes-là. Comment est-ce qu'il va aller
se renseigner sur tous les outils d'aide à la décision qui existent déjà, qui vont se développer demain, qui vont évoluer, parce que l'agriculture évolue, la réglementation évolue, tout évolue. Et voilà, c'est aussi l'enjeu de demain, c'est aussi de continuer à se former une fois qu'on a démarré l'activité. En quelques mots, Simon Richard, quel est l'enjeu de demain pour bien s'appréhender, bien apprendre ces nouvelles technologies ? Je dirais qu'il faut continuer à partager entre agriculteurs, tout l'univers agricole qui existe, continuer à partager ensemble, continuer à apprendre continuellement et toujours se faire accompagner par tout ce qui peut exister, que ce soit à tout niveau, ou de la mécanique, ou voilà, à tout niveau, tout ce qui existe. Et voilà, continuer de partager toutes ces nouvelles technologies et tous ces nouveaux apprentissages. Voilà, je retrouve mes mots. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi sur ce plateau. On va ouvrir maintenant une seconde page de cette émission sur l'avenir de l'agriculture française. On va notamment parler des défis du réchauffement climatique. Mais avant cela, on va revenir sur un sujet d'actualité. On en a parlé au début, l'épidémie de coronavirus qui devrait avoir un impact sur l'agriculture française. On fait le point avec ce sujet de Jérôme Rabier. Les conséquences du coronavirus sont déjà bien réelles dans le monde agricole. Par sa taille, le marché chinois est un des principaux acheteurs et la crise sanitaire impacte déjà de nombreuses entreprises. Pour les PME qui avaient ciblé ce marché, comme cette entreprise spécialisée en saucissons, ont subi déjà la quasi-mise en quarantaine du pays. Et là, effectivement, on perd des marges tous les matins. On a des fabrications dans les séchoirs dédiées à la Chine qu'on ne peut pas envoyer. Donc c'est vrai qu'on est vraiment extrêmement embêtés. La Chine achète environ 10% de la production porcine française, un marché en forte croissance. Mais pour l'instant, c'est surtout l'aspect logistique qui pose problème. Le premier problème, c'est qu'à partir du moment où les containers ne sortent pas des ports, ils ne reviennent pas. Le transport, c'est l'offre et la demande. Le prix a doublé. Et donc ça a un coût, évidemment, pour les entreprises. Et enfin, les capacités de stockage, pour ce qui concerne notre pays, sont aussi limitées. Des inquiétudes exprimées au ministre de l'Agriculture qui a promis d'accompagner les filières en difficulté. Mais c'est surtout si la crise dure, voire s'étend, que la situation deviendrait problématique. En particulier pour la filière laitière où les produits frais pourraient être impactés. D'un côté, il suffit que ça dure encore quelques semaines en Chine pour que ça soit compliqué. Et si en plus ça se répand dans toute l'Asie, voire ailleurs, c'est clair que là, c'est un gros point noir sur une situation qui, en début d'année pour la filière laitière, était quand même assez positive. Si la crise s'étend, le risque de surproduction pourrait bien faire baisser le prix du lait comme des autres produits agricoles. Et ce sont les producteurs qui pourraient au final voir leurs revenus baisser. Et voilà pour ce sujet de Jérôme Rabier sur l'impact du coronavirus. On va ouvrir la seconde page de cette émission sur l'avenir de l'agriculture française. Je suis ravi d'accueillir mes nouveaux invités sur ce plateau. Christine Valentin, présidente de la Chambre d'agriculture de Lozère. Bonjour Christine Valentin. Également Jacques Lenay, sénateur centriste du Morbihan. Bonjour Jacques Lenay. Philippe Dubief, président de Passion Céréales. Bonjour. Bonjour. Et enfin Louis-Georges Solaire, directeur scientifique adjoint du pôle alimentation à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonjour. Avant de parler de réchauffement climatique, de l'avenir de l'agriculture française, un mot sur ce coronavirus qui va avoir un impact sur les filières françaises, Jacques Lenay. Et notamment la filière porcine. Oui, alors, si on parle de risque animal, il y a surtout la peste porcine, avec la peste porcine africaine, hein, qui est un vrai risque pour notre élevage français. Alors le coronavirus, bien entendu, il y a des répercussions partout, ne serait-ce que pour l'approvisionnement de nos matières premières. On est trop dépendant de la Chine. Et à partir de là, donc, on a à s'interroger. C'est vrai que ça nous tombe dessus, comme on dit, mais il va bien falloir prendre des dispositions. Alors, on attend beaucoup du gouvernement, qu'on connaisse les orientations, mais en tous les cas, donc, c'est un vrai problème. Vous parliez des machines. Alors, la filière porcine est assez développée en Bretagne. Est-ce qu'elle peut être frappée par la fin des exportations en Chine? Alors, il y a une crainte, c'est évident.
Je dirais que le problème n'est pas seulement agricole, hein, c'est surtout les médicaments qui sont un risque, hein, parce qu'on sait très bien que les génériques, la matière première vient de Chine. Et la fabrication d'ailleurs des génériques vient de Chine. Et c'est ça le problème le plus important. Les approvisionnements, comme les exportations, vont devenir un problème. Maintenant, il va falloir y faire face. Christine Valentin, est-ce que vos agriculteurs de Lozère sont inquiets aujourd'hui de l'impact du coronavirus? Bonjour à tous. Je ne crois pas qu'il y ait une psychose et je ne voudrais surtout pas qu'ils soient justement inquiets et que la peur prenne le dessus justement sur la réalité du virus aujourd'hui. Il ne faut pas non plus se faire peur. Et non, je ne crois pas que les agriculteurs soient, surtout sur de Lozère, qui peut-être sont un peu plus éloignés de certains mouvements, entre autres humains comme animaux d'ailleurs, et sont plutôt préservés. Alors ça a des inconvénients, hein, d'avoir peu d'axes routiers par exemple, ou peu de mouvements, par exemple les autoroutes, les aéroports. Nous sommes bien loin malheureusement de ça. Pour ce coup-là, plutôt heureusement. Philippe Dubief, du côté de la filière céréalière, est-ce qu'on a des inquiétudes à propos de ce coronavirus? Écoutez, les inquiétudes, elles sont sur tous les secteurs d'activité. Encore faut-il ne pas tomber dans la psychose. Mais de manière très concrète, aujourd'hui, nous avons des bateaux qui sont coincés là-bas, dans les ports de Hong Kong et de Shanghai, parce que finalement, ils sont à quai et ne libèrent pas finalement les containers. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que les approvisionnements dans les structures ne sont pas faits. Deuxième chose, c'est que les Chinois sont carrément confinés et que finalement, ils boivent moins de bière. Et quand on boit moins de bière, eh bien, on consomme moins d'orge. Et puis, évidemment, cette solidarité avec le secteur de l'élevage, c'est que, bien évidemment, un porc, pour se nourrir, mange des céréales et que l'impact qu'il pourrait y avoir éventuellement sur l'alimentation de porc, la Chine est le premier consommateur de porc au monde, et bien évidemment, ça aura des impacts. Donc très globalement, nous ne sommes pas sur une inquiétude outre mesure, néanmoins, ça aura un impact sur le cours des matières premières. Alors pas comme les bourses où ça a été très rapide, mais nous, ça sera sur un temps un petit peu plus long, mais évidemment, il y aura un impact négatif sur les cours des matières premières. Car le blé français, aujourd'hui, il s'exporte en Chine. Et oui, pour la première fois, je dirais, aussi massivement. Alors, c'est à la fois une chance de la guerre diplomatique et commerciale entre la Chine et les États-Unis. Par conséquent, il y a eu des opportunités et la France, au lieu de faire très peu de blé, alors historiquement, nous exportons beaucoup d'orge, mais le blé, on fait 2-3 millions de tonnes cette année, alors qu'habituellement, on en faisait plutôt 500 000. Allez, on va continuer notre émission consacrée à l'avenir de l'agriculture française pour parler maintenant des aléas climatiques auxquels doivent faire face les agriculteurs français. On va faire le point avec ce sujet de Fabien Recker sur l'agriculture face au changement climatique. Ils sont les premiers témoins du changement climatique. Les agriculteurs font tous le même constat. Les phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. Les excès depuis 3-4 ans sont beaucoup plus importants. On va avoir la même année un excès d'eau très important et une sécheresse carabinée. Ce qu'on n'avait pas, on avait des années sèches et des années mouillées, ce qui fait que les végétaux ils sont vraiment mis à mal. Avec des conséquences très concrètes, par exemple pour ce cultivateur de céréales, dans des sols abîmés par la sécheresse de l'été dernier, ces semis de colza n'ont pas survécu. On a été obligé de ressemencer en culture de printemps parce que les colzas n'ont pas levé, ou alors vraiment très très peu, et donc on a été obligé de retirer complètement la culture parce que la production aurait été nulle ou quasi nulle, quoi. Une double charge de travail, synonyme de perte financière. Depuis 15 ans, cet assureur, leader du marché, propose une assurance multirisque climatique. Oui, il y a un impact important. Les chiffres pour 2019, 220 millions de cotisations payées par les agriculteurs, 250 millions d'indemnisations versées à nos assurés, donc pour les chiffres Groupama. Oui, il y a une vraie dérive. Face aux évolutions du climat, certains misent sur la technologie. Cette jeune PME française propose d'installer des panneaux afin de créer de l'ombre et rafraîchir les cultures
principalement la vigne. Aujourd'hui, on est capable de répondre à la demande d'un agriculteur qui est configuré sur 3000 m² comme sur 2-3 hectares. On vend depuis 6 mois à peu près et notre carnet de commandes est plein jusqu'à l'année prochaine. L'agriculture a en tout cas un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'alimentation est à l'origine d'un quart des émissions de gaz à effet de serre françaises. Et voilà pour ce sujet de Fabien Recker. Louis-Georges Solaire, on le voit, c'est quasiment récurrent. Chaque année, les agriculteurs sont frappés par ces aléas climatiques. Oui, en effet, mais je crois que derrière la question du changement climatique, il y a deux gros sujets qui se posent. Le premier, celui que vous venez de mentionner, qui est finalement celui des événements extrêmes et qui donc seraient des aléas conjoncturels auxquels il faut faire face ponctuellement. On a vu là, une des voies de solution, c'est l'assurance. Et donc il y a toute cette problématique assurantielle qui est clairement posée dans ce contexte-là. Mais il y a un deuxième sujet, qui est celui des effets de long terme du changement climatique, et qui pose la question des capacités à faire progresser les rendements dans un contexte dans lequel les ressources en eau risquent d'être plus contraintes, dans lequel les éléments parasitaires, d'épidémies, etc. peuvent être plus importants, et donc du coup qui pose la question de comment on va couvrir avec nos moyens de production une demande mondiale croissante du fait de la croissance de la population mondiale, dans un contexte dans lequel les rendements peuvent être affectés précisément par le changement climatique. Christine Valentin, en Lozère, ce changement climatique, il se ressent pour les agriculteurs? Alors malheureusement, le changement climatique, c'est bien plus que national, donc on ne va peut-être pas parler du département spécialement. On ressent, oui, sur l'élevage, entre autres, parce que c'est plus le secteur qui nous concerne, une vraie difficulté autour du changement climatique, le réchauffement en particulier. En fait, si on regarde les 10 dernières années, et peut-être plus, mais sur les 10 dernières années, nous avons la même quantité d'eau qui tombe sur le département. Par contre, la répartition au fil des mois est complètement différente, avec plutôt 2 saisons que 4, avec une saison d'hiver qui va du mois de novembre jusqu'au mois de mars, où là on a des pluies abondantes, qui malheureusement aujourd'hui on ne peut pas garder. Et ensuite un été qui est très long, avec une période déjà sèche au printemps qui handicape la pousse de l'herbe, et une période estivale avec des canicules. C'est ce qui finalement est le plus difficile à passer, parce que l'impact des hautes chaleurs sur la pousse de l'herbe est très forte. L'herbe a tendance à faire comme l'hiver, c'est-à-dire arrêter de pousser. Et ce n'est pas une petite pluie, même s'il arrive qu'on en ait dans l'été, et elles ne sont jamais très fortes, ne permet pas malheureusement à l'herbe de reprendre sa végétation normale. Philippe Dubief, comment les agriculteurs céréaliers sont frappés par ces aléas climatiques concrètement? Alors déjà, rappeler que l'impact climatique il sera planétaire. Je reviendrai à la France bien naturellement, mais en tout cas, ça va accroître les différences entre les zones de production et les zones de consommation. Je dirais très simplement que l'avenir planétaire passera par l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est là où le changement climatique va être le plus impacté et c'est là où il y aura un accroissement démographique le plus important. Et donc, lorsque vous ne pouvez pas nourrir les gens suffisamment, eh bien évidemment, vous avez des problèmes à la fois de faim dans le monde, sociaux et économiques, bien évidemment, et de migration. Pour revenir plus spécifiquement à la France, l'impact il sera différent en fonction des régions. Donc nous aurons obligatoirement des réponses qui seront plus régionales. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans le sud-est, le climat méditerranéen va clairement monter et que là, il va falloir vraiment une adaptation. C'est sûr que les zones de sud-ouest seront un peu moins impactées et surtout tout ce qui est bordure maritime Manche. Tout ça pour vous dire qu'il y aura 2 choses extrêmement importantes. C'est que ça peut être aussi une difficulté pour le monde agricole parce que les aléas sont beaucoup plus importants et que bien évidemment le système assurantiel sera sans doute une réponse. La deuxième chose, c'est que l'innovation génétique en particulier sera prépondérante. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire chez nous, et très rapidement, c'est les stratégies d'évitement. C'est quoi? C'est finalement essayer de décaler au mieux possible les cultures, c'est-à-dire faire un semis un tout petit peu plus précoce pour pouvoir avoir, durant la période critique de remplissage des grains, eh bien, le faire un tout petit peu avant les périodes très chaudes. Mais je pourrais revenir après sur d'autres. On va revenir, il y a des solutions qui peuvent être mises en place. On va voir maintenant un témoignage concret d'un agriculteur victime du changement climatique. On retrouve Quentin Calmet dans les allées du Salon de l'Agriculture.
Oui, je me trouve avec Arnaud Coquart. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans Lyon et vous nous le disiez, vous avez été touché notamment par des épisodes de sécheresse l'été dernier. Oui, ça fait plusieurs années qu'on subit les aléas climatiques, l'excès d'eau l'hiver et surtout le sec au niveau du printemps qui impacte nos cultures. C'est-à-dire, quel est l'impact en termes de rendement pour votre exploitation ? L'année dernière, une chute de 30% du rendement dû principalement au sec au printemps. Et alors, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez ces épisodes qui sont de plus en plus fréquents? Qu'est-ce que ça vous fait penser? Ça devient récurrent, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'on subit des impacts climatiques, que ce soit l'excès d'eau l'hiver ou le sec. Et en tant qu'agriculteur, on essaye de remédier à ces problèmes-là. Alors justement, on va en parler, parce qu'on est sur le stand de l'agriculture de conservation des sols, et on voit qu'il y a ici par exemple des solutions pour remédier aux épisodes de sécheresse et aux inondations, parce que vous êtes producteur de céréales, et vous le montrez ici sur ce stand, il y a des solutions pour contrecarrer ce dérèglement climatique. D'accord, oui. Alors pour ça, on a un plan de découvert. L'agriculture de conservation, il y a 3 piliers. Ne pas travailler le sol, couvrir les sols et l'allongement de la rotation. Et on utilise différents couverts semés en même temps pour couvrir le sol, pour éviter que l'excès d'eau fasse de l'érosion et que la chaleur détruise les micro-organismes du sol. C'est ça, on voit par exemple le radis ici où vous montriez aussi la moutarde. Ça va pouvoir aussi faire un effet parasol l'été et à l'inverse, ça va pouvoir enraciner davantage le sol lorsqu'il y aura trop d'eau. Voilà, ces cultures-là, ces différentes espèces travaillent le sol différemment. Il y a des radis chinois qui perforent, défoncent la structure, les céréales qui ont un chevelu plus racinaire. Et tout ça fait que le micro-organisme du sol, la vie du sol, parce qu'on est là pour protéger la vie du sol, fait que par ces couverts-là, on protège nos cultures. Eh bien, merci Arnaud pour votre témoignage. Et donc ce stand, ici, il est à découvrir au hall 4 du Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup Quentin. Louis-Georges Solaire à l'INRAE, quelle solution aujourd'hui on imagine pour permettre aux agriculteurs de faire face à ces aléas climatiques? Alors les travaux portent sur vraiment beaucoup de sujets. Donc depuis la génétique, vous avez mentionné tout à l'heure la question de la sélection des variétés, etc., de manière à se préparer à des risques climatiques. Les pratiques agronomiques, avec toute la problématique de la transition agroécologique, qui est quand même un des leviers majeurs aussi pour essayer de progresser dans la production de quantité de matières premières, tout en respectant l'environnement un petit peu mieux. Donc il y a des enjeux majeurs autour de cette thématique-là. Et puis tout au long de la chaîne, depuis le producteur jusqu'au consommateur, avec l'optimisation des méthodes de transformation, là aussi pour mieux exploiter la matière première fabriquée au champ, pour mieux en tirer parti dans toutes ses composantes, pour là aussi essayer de générer le plus de valeur tout le long de la chaîne. Jacques Lenay, est-ce que l'une des solutions à ce problème, ce n'est pas de faire une transition vers un modèle d'agroécologie? Alors, je crois que nous avons en France beaucoup d'avantages par rapport à notre géographie. Il y a les forêts. Et je crois que la forêt, il faudra en prendre soin. Je crois que c'est un domaine où on ne porte pas assez nos efforts. Ça permet justement, pour les années sèches, de retenir, bien sûr, tous ces problèmes de sécheresse, d'évaporation, et je crois qu'on a besoin de nos forêts. Par ailleurs, on constate qu'on a des étés secs, on a des hivers humides. Cette année, c'en est un exemple. On n'a pas pu semer tous les céréales d'hiver, donc il faudra compenser par d'autres variétés. Et là, la recherche a beaucoup d'importance. Nous aurons également, donc, parce que il faut savoir quand même que dans 30 ans, selon les experts, il y aura donc 9 milliards de bouches à nourrir. Et ça, c'est important. Nous sommes, après, selon les estimations, à 7 milliards. Donc, il faudra aussi peut-être pas se contenter d'améliorer ce qu'on a chez nous. Il faudra peut-être apporter notre savoir-faire sur des territoires qui, jusqu'à présent, ont de forts potentiels. J'ai eu l'occasion d'aller à Madagascar il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'il ne se passe rien, à part, je dirais, de gérer le quotidien, avec, pourtant, ils ont de l'eau,
pas de station d'épuration. Ils ont également des terres et ils ont un climat favorable. Et je crois qu'il y a un fort potentiel parce qu'on ne trouve que du riz, de la canne à sucre et des zébus qui se promènent dans la montagne. Donc là aussi, nous aurons certainement à aider ces peuples qui auront besoin aussi de se nourrir. Donc le problème, bien sûr, il est national, mais à l'horizon 2050, il se portera sur toute la géographie mondiale. Effectivement, c'est un problème qui va aller au-delà des frontières. On va faire un tour dans les allées du Salon de l'Agriculture, car Quentin Calmet est avec le ministre des Relations avec le Parlement pour revenir sur le coronavirus. On en a parlé tout à l'heure et son impact sur l'agriculture française. Voilà, tout à fait Alex. Je suis en présence de Marc Fesneau. Bonjour Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement. On va évoquer avec vous cette réunion qui se tenait à Matignon avec les présidents des assemblées, mais aussi de tous les groupes parlementaires, des associations d'élus et des chefs de parti. C'était quoi l'idée avec cette invitation du Premier ministre? Je crois que c'était l'idée de répondre d'ailleurs à une sollicitation qui était venue d'un certain nombre de présidents de groupe ou de présidents de parti. Je pense à M. Faure d'ailleurs pour dire, parce que c'est lui qui l'avait exprimé à l'Assemblée nationale il y a 2 jours, qui était la volonté d'avoir l'expression des uns et des autres et la connaissance de l'état de la situation. C'est comme ça que les choses se sont passées aussi normalement que ça. C'est normal en démocratie qu'on informe les groupes de la majorité et de l'opposition, les responsables politiques de la majorité et de l'opposition, quand on est face à quelque chose qui pourrait être une crise, qui n'en est pas une. Mais on voit bien que dans beaucoup de pays du monde, il y a de l'inquiétude et qu'en France aussi, les citoyens sont légitimement et peuvent être légitimement inquiets. C'est une volonté de transparence. Et en démocratie, c'est très bien d'être transparent. L'idée, c'était aussi d'entendre les propositions des autres partis ou des autres organisations. Est-ce qu'il y en a eu qui sont ressorties, qui pouvaient être intéressantes pour l'exécutif? Pas tant des propositions que des questions sur la coordination entre le niveau national et collectivités. Le président François Baroin, les élus, le président Larcher d'ailleurs aussi, ont demandé comment les choses pouvaient s'articuler. Je l'ai senti sans esprit de polémique de la part des uns et des autres, avec la volonté d'essayer de regarder comment s'articuler ce que peuvent faire les collectivités et ce que peut évidemment faire l'État au travers de ses moyens, État et des moyens des moyens de santé. Donc j'ai plutôt senti des questionnements sur la façon dont les choses pouvaient se faire, plutôt que des propositions très concrètes. Tout le monde connaît le fonctionnement de l'État, le bon fonctionnement de l'État. Mais on n'est pas dans une crise politique. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir comme cela tout cet aéropage aujourd'hui à Matignon? C'est une crise sanitaire pourtant. Non, mais c'est une crise sanitaire, mais en même temps, d'ailleurs, le président Larcher, le Premier ministre, Édouard Philippe, ont rappelé que c'était une crise et au même temps qui pouvait inquiéter les Français. Et qu'il ne fallait pas transformer ce qui pouvait être une crise sanitaire, qui n'en est pas une encore, mais en une crise politique. Et c'est bien quand il y a des moments comme cela qu'on puisse rassembler les chefs de parti et les chefs de groupe pour faire état de la situation et dire quelles sont les craintes, quelles sont les situations qu'on connaît les uns et les autres. Un dernier mot, Marc Fesneau, pour évoquer ces propositions de certains députés ou membres des partis d'opposition de fermer les frontières. Vous le dites, il faut que chacun mesure la responsabilité de ces propositions. D'abord, dans ces moments-là, il y a de la responsabilité politique. C'est pas la peine d'attiser les peurs et d'attiser les polémiques. Deuxièmement, faut m'expliquer les frontières qu'on ferme. Les Italiens, ils sont en contact avec les Autrichiens, en contact avec les Allemands, en contact avec les Anglais, en contact avec les Belges. Je ne vais pas faire le tour de l'Europe, donc vous fermez toutes vos frontières. Et deux, au fond, vous laissez à l'intérieur, il y a quand même des cas de Français qui sont à l'intérieur. On voit bien que c'est le fait de pouvoir isoler des villes qui permet d'être efficace et pas de fermer des frontières. Et donc, c'est toujours facile de faire dans la caricature des solutions. Et donc la rationalité des solutions, la rationalité des données scientifiques, c'est l'essentiel dans ce moment-là. Et je vais vous dire, c'était un moment bien parce que c'est un moment d'échange et d'échange constructif entre des formations politiques. Et ceux qui se laissent aller à la démagogie, je les laisse aller à la démagogie. Eh bien, merci Marc Fesneau. Et sur un registre un peu plus léger, nous sommes près des bières l'Eurélienne, c'est dans votre région. C'est dans mon département voisin. Et donc, on va pouvoir comme ça aussi aller déguster une bière de ce département. Et vous avez raison, Quentin, rafraîchissez-vous. On va continuer à parler des aléas climatiques et de l'agriculture. Louis-Georges Solaire, j'aimerais vous entendre sur la génétique. Est-ce que la génétique peut être une solution pour renforcer nos cultures face aux aléas climatiques? Alors je pense qu'il y a effectivement des solutions. Il y a des pistes de recherche importantes qui sont mises en avant. Mais je crois que dans les défis auxquels on est confronté, un des grands enjeux majeurs aujourd'hui, c'est d'arriver à traiter les choses de manière systémique. Autrement dit, de penser en même temps génétique, mode de production et agronomie, mode de transformation, et y compris jusqu'au régime alimentaire. Et donc aujourd'hui, le défi complexe auquel on est confronté, c'est vraiment de se saisir de manière cohérente de l'ensemble de ces dimensions. Et je crois que ce n'est pas une solution à tel ou tel endroit qui va à elle seule
permettre de résoudre ces problèmes auxquels on est confronté, mais c'est bien d'arriver à les poser ensemble et de manière coordonnée qui permettra d'y faire face. Philippe Dubief, c'est un ensemble de solutions qu'il faut coordonner pour faire face à ce changement climatique? Je suis absolument d'accord. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'agriculture combinatoire. C'est-à-dire que les solutions, elles seront multiples. Elles seront agronomiques, elles seront mécaniques, elles seront génétiques. Et là, c'est très important. Et elles seront aussi par l'emploi quand même de produits de protection des plantes. Juste insister sur le fait de la génétique. Il y a des phénotypages aujourd'hui à haut débit qui nous permettent d'avoir des recherches sur des gènes qui nous permettent la résistance à la sécheresse, mais aussi aux hautes températures. Et ça va être indéniable et très important, qui nous permettra de pouvoir saturer grâce au CO2, et là ce qui sera un peu plus élevé dans l'atmosphère, cette photosynthèse, et qui nous permettra justement l'accroissement éventuel, parce qu'il ne faut pas oublier que par exemple dans la culture du blé tendre, il y aura autant de surface qu'il y en a aujourd'hui. Juste rappeler tout à l'heure sur la forêt. La forêt, à la sortie du Moyen-Âge, c'était 13 millions d'hectares. Aujourd'hui, c'est 17 millions d'hectares. Donc, juste vous rappeler que la deuxième chose la plus importante, c'est évidemment la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau parce que, justement, elle tombera d'une manière différente. Et que sans doute, même si c'est assez difficile aujourd'hui, que les retenues d'eau seront une solution écologique. Pourquoi ? Hier, j'étais avec le directeur scientifique d'Arvalis et que finalement, capter l'eau, et on voit bien les aléas qu'on a eus en fin d'année ou début d'année cette année dans le sud de la France, c'est plutôt l'occasion de capter l'eau. En plus, avec la fonte des glaciers, on aura plutôt un niveau de mer élevé. Ça serait de capter l'eau pour pouvoir la faire transiter dans les végétaux et finalement, et après qui se rejette dans l'air par l'évapotranspiration. Rappelez juste, et je termine là-dessus, que finalement, à l'horizon 2050, la pluie moins l'évaporation des plantes ne sera pas dégradée. Elle sera juste différente sur le cours de l'année. Et l'une des solutions, ce sera peut-être également de faire évoluer nos cultures, nos alimentations. On va parler d'un exemple de culture qui est peut-être une solution pour lutter contre le changement climatique, les légumineuses qui ont plein d'apports en termes environnementaux. Et d'ailleurs, le Sénat a travaillé sur cette question des légumineuses avec une table ronde organisée sur le sujet au début du mois de février. Écoutez la sénatrice Françoise Cartron qui parle de l'intérêt des légumineuses pour la planète. Les légumineuses sont une famille de plantes qui ont la propriété remarquable de fixer l'azote de l'air grâce à certaines bactéries qui sont présentes dans leurs racines. C'est un avantage donc évident du point de vue agronomique et environnemental, important parce qu'on peut les cultiver sans apport ou avec des apports très réduits d'azote sous forme d'engrais de synthèse. Le président le soulignait, lorsqu'on parle d'alimentation et lorsqu'on se projette, on est aussi avec ce souci environnemental de préservation de la planète qui ne peut pas être dissocié de cette réflexion. De plus, cette propriété agronomique se double d'une propriété nutritionnelle remarquable, à savoir, cela a été évoqué dans la précédente table ronde, que les légumineuses sont riches en protéines, éléments essentiels de l'alimentation animale et humaine. Allez, on va se poser la question de notre alimentation demain. Qu'est-ce qu'il y aura dans nos assiettes dans les décennies à venir? Je suis ravi d'accueillir sur notre plateau Thierry Marx. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un chef étoilé qu'on ne présente plus. Vous avez fondé le Centre français d'innovation culinaire. Thierry Marx, comment vous voyez l'avenir de notre alimentation française? L'avenir, il faut déjà regarder les faits. On a parlé d'eau tout à l'heure. C'est vrai que le stress hydrique est très présent. Ce qu'on voit dans les signaux faibles, c'est une cuisine. Et voilà, et la popularité de Thierry Marx qui rejaillit sur ce plateau. Allez-y, continuez. Donc, il y a ce stress hydrique sur la planète. Donc, ce qu'on commence à entrevoir, c'est une végétalisation de notre alimentation. Ça, c'est un fait, sans ostraciser la protéine animale, bien sûr, mais on voit une végétalisation qui s'installe. Et puis surtout, faire réfléchir le consommateur, être capable de mesurer ce qu'est un bon produit, son impact social, son impact environnemental, et de permettre à consommer mieux déjà, avant de demander aux agriculteurs de tout révolutionner. Vous parliez de végétalisation de notre alimentation. Christine Valentin, est-ce qu'il va falloir manger moins de viande demain? Alors, le changement climatique ne doit
pas si vite influencer notre mode d'alimentation. Par contre, il doit beaucoup influencer notre façon de travailler en agriculture. Et je crois que les chambres d'agriculture ont justement tout leur rôle à jouer sur cette mutation, cette transformation de l'agriculture chez chaque agriculteur. Les agriculteurs se sont déjà beaucoup adaptés à ce climat, ils ont déjà trouvé beaucoup de solutions. Il y en a encore à mettre en place et à imaginer. La recherche, le développement, l'innovation sont vraiment au cœur de notre projet pour les chambres d'agriculture. Cette transformation, elle est importante. Et justement, on va aller plutôt chercher, comme on l'écoutait tout à l'heure, des productions moins consommatrices en eau, qui répondent exactement aux besoins des productions animales pour être justement moins impactant sur le climat. L'alimentation humaine, forcément, elle va évoluer, mais ce n'est pas en mangeant moins de viande qu'on va améliorer le climat. Il y a des zones où on pourra faire plus de production végétale, mais je suis d'une zone de montagne, et en montagne, il n'y aura pas d'autre solution que de transformer cette herbe en viande pour justement avoir un bon effet sur la captation de carbone et sur le climat. Jacques Lenay, pour vous, est-ce qu'il faut diminuer la portion de protéines animales dans les assiettes françaises à l'avenir? Alors je dirais qu'il suffit de venir sur ce salon pour découvrir tous les produits du terroir, et je crois que les uns sont meilleurs que les autres, on n'en sait rien, mais en tous les cas, les gens viennent nombreux et savent apprécier ces produits du terroir. Alors, c'est vrai qu'on aime la viande, on aime les végétaux, tout est bon. En France, on a d'excellents produits. Alors pourquoi faire davantage de végétaux que d'animaux? Je pense que c'est au goût de chacun. Je crois que c'est à chacun d'apprécier. C'est son petit bonheur à soi que de déguster soit un plat de viande, soit un plat à base de végétaux, pardon. Une réaction, Thierry Marx? Oui, moi je sais pas. On ne parle pas des animaux et des éleveurs que nous avons ici, ce n'est pas le propos. C'est-à-dire que quand vous voyez les tonnes de poulets pour faire des nuggets, je ne suis pas sûr que c'est un intérêt pour l'environnement. On ne parle pas du tout de la même chose. Alors oui, effectivement, il faut respecter le goût de chacun, mais je pense que c'est une question de dose. C'est la dose qui fait le poison. Et à un moment donné, la quantité, on voit bien qu'il y a une surconsommation de protéines animales qui ne répond pas d'ailleurs à l'attente de nos éleveurs et de nos agriculteurs. Jacques Lenay, est-ce qu'il ne faut pas quand même diminuer l'élevage, notamment l'élevage bovin, pour une question climatique, l'émission de gaz à effet de serre? Je dirais que tout se fait progressivement. Bon, il faut savoir quand même qu'un agriculteur, un exploitant qui investit dans un élevage bovin, c'est des années d'investissement. Donc on peut changer le mode de production, mais je dirais que ça se fait progressivement. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et après tout, je crois que ce qui compte, c'est d'améliorer la qualité. Et ensuite, je sais qu'on sait faire beaucoup de choses à travers les produits élaborés. Donc, dire qu'il faut moins d'animaux, certainement, oui, dans le type de production intensive. Mais je crois qu'on aura toujours besoin d'avoir tous les ingrédients pour faire un bon repas. Avec l'importance d'une viande de qualité. En tout cas, l'alternative aux protéines animales, ce sont les protéines végétales. Et on va retrouver Quentin Calmet dans les allons du Salon de l'Agriculture. Quentin, vous êtes avec Alain Renou, un agriculteur qui cultive les oléoprotéagineux. Oui Alex, je me trouve avec Alain Renou. Bonjour Alain, vous êtes agriculteur et vous produisez notamment des plantes oléoprotéagineuses, on va l'évoquer, hein. Vous êtes justement sur ce stand pour cela. On voit ce plan de colza, expliquez-nous à l'heure actuelle ce que l'on fait de ce plan exactement. Eh ben, disons que cette plante va continuer à pousser, les fleurs vont jaunir, c'est les plantes, les champs qu'on voit tout jaunes au printemps dans nos campagnes. Ensuite, on va produire des graines noires qui vont être riches en huile et riches en protéines. C'est ça, et alors on voit sur votre stand cette presse qui effectivement est bien extrait de l'huile. Ça, c'est de l'huile de colza, on la voit ici. Mais il y a également ce tourteau de colza, vous pouvez nous en dire un mot? Alors bien sûr, là c'est artisanal, hein, c'est juste pour montrer. Donc là, c'est l'huile qui sort dans une plante de colza, il y a 42% d'huile, 60% de tourteau. Enfin 40 et 60 en gros. Très bien. Et donc le tourteau est riche en protéines. Et alors l'idée sur votre stand, c'est de montrer comment ces tourteaux vont pouvoir être exploités dans l'alimentation pour être assimilés par l'homme et être une source de protéines d'origine végétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'exploite que les protéines qui sont, disons, assimilables par l'homme sans transformation.
c'est-à-dire les pois, les haricots rouges, les pois chiches. Ça, c'est des plantes qu'on mange globalement et qu'on peut manger comme ça sans transformation. Alors que la protéine qui se trouve dans les tourteaux de soja ou de colza, la protéine n'est pas assimilable à l'état brut. Donc il faut la travailler un petit peu et en ce moment on est en pleine recherche pour essayer si le consommateur demande plus de protéines, qu'on soit en moyen de lui fournir avec les plantes qui sont cultivées chez nous actuellement. Et voilà, et on voit Alexandre, peut-être que ça va faire plaisir à votre invité Thierry Marx, on voit effectivement ces alternatives ou ces nouvelles solutions, avec d'ailleurs par exemple ces petits burgers avec du haricot rouge, et on va pouvoir même d'ailleurs les déguster, peut-être voilà, un petit peu découvrir ce goût. Oui, oui, bien sûr. Voilà, et on va le goûter. Et voilà pour ce burger d'haricots rouges. Thierry Marx, ce burger d'haricots rouges, ça vous parle ? Non, le burger, ça me parle. Le burger d'haricots rouges, je suis pas sûr. Mais l'idée, avec les oléagineux, il y a une idée intéressante. Et encore une fois, on a parlé du bétail, on a parlé de la protéine animale. Il faut aussi parler des sols. Il y a un sujet sur les sols. Donc, je pense que cette transition, elle est à faire, douce, sûrement. Je pense que les agriculteurs, ils ont pris conscience de ça, mais que ce sont des business models qui sont sur la durée et qu'on ne peut pas, comme ça, d'un coup de baguette magique, dire on va tout chambouler. Je crois qu'il faut y aller doucement, mais sûrement vers une alimentation et une consommation qui soit plus raisonnée. Ce n'est pas tant à l'agriculteur de lui demander d'être raisonné, c'est nous, consommateurs, à raisonner un petit peu le pourquoi on mange. Pas comment on mange, mais pourquoi on mange. Philippe Dubief, c'est au consommateur de changer progressivement son comportement ? Écoutez, déjà dans un premier temps, c'est se dire que les agriculteurs se sont engagés dans cette transition agroécologique et donc cette transition veut bien dire, et ça a été répété, ce n'est pas une révolution, c'est-à-dire qu'il faut un pas de temps. Nous avons un petit peu un choc de temporalité des fois entre les attentes sociétales voire politiques et le temps est nécessaire à cette transformation. Ça, c'était la première chose. La deuxième, sans doute, on ne peut qu'observer ce changement un petit peu de régime alimentaire qu'il faut respecter. Je ne suis pas là ni pour défendre ni pour accuser. C'est ainsi des changements de régime alimentaire, un peu plus de flexitarisme, c'est-à-dire on peut manger local le matin et manger plus une agriculture du monde le soir. Peu importe, c'est comme ça, il faut s'adapter. En tout état de cause, bien sûr que les protéines végétales, mais je suis très solidaire avec la viande, hein. Moi j'aime beaucoup la viande, mais je veux dire, cette transformation, il faudra bien l'accompagner à un moment ou à un autre, et juste pour dire que les céréales peuvent être sans doute une solution, une substitution. Voilà, nous par exemple à Passion Céréales, nous avons développé le concept de la healthynomie, alors healthy qui veut dire sain et nomie gastronomie, allier le bon et le sain. Et voilà, et que on travaille avec des médecins nutritionnistes et que parfois quand des gens changent de régime alimentaire pour passer par exemple plutôt végétarien, eh bien les nutriments, en tout cas des protéines qui sont dans les céréales peuvent être une réponse pour ces médecins. On parlait d'agroécologie et on peut parler également d'agriculture biologique. Christine Valentin, est-ce qu'il faut vraiment entamer un virage vers une agriculture biologique pour notre alimentation de demain ? Alors vous tombez bien puisque je suis une éleveuse bio. Une éleveuse bio depuis 2016 et l'impact du climat est très très fort sur l'agriculture biologique. Si on peut penser, parce qu'on serait peut-être mal averti, que l'agriculture biologique peut être une réponse au changement climatique, je pense qu'on se trompe. Là où on a le plus souffert sur mon exploitation par exemple, depuis 2016, c'est justement les moments où il y a le moins d'eau. Avoir un stress alimentaire sur la plante, elle peut le tolérer, on peut aussi y remédier, hein, mais en agriculture biologique, on fait des apports qui permettent aussi de trouver un équilibre alimentaire. Mais avoir un stress hydrique sur la plante, là, on n'a pas de solution, si ce n'est, comme le disait mon voisin, justement, l'irrigation. Et l'agriculture biologique peut être une partie de la solution, ou une solution parmi tant d'autres, mais n'est pas la solution. Et je m'en garderai bien de défendre comme seule solution l'agriculture biologique. Thierry Marx, est-ce qu'il faut plus de bio dans nos assiettes demain ? Mais je suis assez d'accord avec là, c'est-à-dire qu'on nous tartine du bio en permanence, et je pense qu'encore une fois, qu'est-ce que c'est que le bio ? Je pense qu'il faut
plutôt avoir une relation raisonnée par rapport au bio, retravailler sur les faits existants et se dire, eh bien, on va y aller tranquillement vers le bio. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon produit, son impact social, combien l'agriculteur est rémunéré pour ce qu'il fait et comment il va pouvoir continuer à faire cette transition bio, et ensuite l'impact environnemental que l'agriculteur est en capacité de prendre en compte. Aujourd'hui, il faut acter que le prix n'est pas la valeur et qu'aujourd'hui, d'avoir théorisé sur la théorie du low cost dans les années passées était une erreur. Donc aujourd'hui, il faut réparer cette erreur et dire la valeur n'est pas dans le prix. Et il faut aider cette transition par le prix que le consommateur peut poser pour acheter une protéine animale ou que sais-je d'autre pour s'alimenter. Mais vous voyez, le tout bio, ce n'est pas forcément la seule et unique raison. Moi, je préfère le circuit court, le locavore et aider à cette transition. Et justement, les circuits courts, le locavorisme, parlons-en. Jacques Lenay, il faut aller vers cette transition du local. Oui, je pense que c'est une des bonnes solutions parce que le bio, on arrive quand même à 10% des exploitations qui sont en bio, hein, ce qui est quand même quelque chose d'important. On ne pourra pas se contenter du bio, vu le nombre de bouches à nourrir qui va être la courbe démographique étant ascendante, et il faudra du conventionnel, mais un conventionnel de qualité. Et je crois qu'en France, on n'en a pas à rougir. Alors, on parlait des circuits courts, oui, le circuit court est aussi une solution. Mais je dirais qu'il n'y a pas qu'une solution, il y a de multiples solutions, et les circuits courts, bien sûr, ont aussi donc beaucoup d'intérêt pour nos consommateurs, et je crois qu'il faut poursuivre dans différentes voies, pas une seule. Et sur ce point du circuit court, il y a un enjeu de développement, par exemple. Si on prend l'exemple breton, est-ce qu'on peut nourrir les Bretons avec que du local? Alors, nourrir avec... ça dépend ce qu'on mange d'abord, parce qu'on ne produit pas tout en Bretagne. On produit de bonnes choses, et il y a aussi les produits de l'agriculture de la mer, avec tous ces fruits de mer qui sont succulents. Mais en tous les cas, donc, on sera obligé quand même de faire venir d'autres produits. On ne pourra pas se suffire à nous-mêmes. Je crois qu'au contraire, il y a de bons produits dans tous les quatre coins de la France. Et, il y a de bons fromages, par exemple, de bons vins, même si le site est excellent. En tous les cas, il faut aussi faire feu de tout bois. Et tous les produits que l'on offre sont à prendre, pas seulement dans une région, il y en a partout. Manger tous les bons produits français. J'aimerais qu'on finisse cette émission rapidement en parlant de la science. Est-ce que la science peut avoir un apport bénéfique pour notre alimentation demain? Thierry Marx, dans votre Centre français d'innovation culinaire, il y a une alliance entre la science et la cuisine. Bien sûr, l'idée était de faire un cerveau collectif pour réfléchir aux solutions. Effectivement, comme dit monsieur, il y a plusieurs solutions possibles et la science, comme la technologie, va nous aider à faire cette transition dont nous avons besoin dans l'agriculture. Quand je prends le contenu de mon assiette, quand elle est étudiée par un scientifique, de sa valeur nutritionnelle, analysée, je sais que le taux de sucre est à diminuer et on peut avancer sur les produits de demain avec beaucoup plus d'intelligence. La cuisine, c'est simple, c'est plaisir, bien-être, santé. Et l'agriculture, c'est la même chose. Le plaisir d'avoir une exploitation, le bien-être de nos concitoyens et la santé de nos concitoyens. Vous voyez que c'est le même cheminement. Le plaisir, bien-être, santé. On va finir cette émission sur ces mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de l'avenir de l'agriculture. C'est à la fin de cette émission et c'est aussi le dernier numéro des émissions spéciales de Public Sénat consacrées à l'agriculture en direct dans ce salon de l'agriculture. Je voudrais remercier toutes les équipes de Public Sénat et de France 3 qui ont rendu possible cette série d'émissions. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Public Sénat.
avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, vous a présenté Salon ouvert.